fois de nous rester fidèles. Lamine Senghor devant ce micro en parfaite collaboration avec Mohamed Thiam. À la partie technique, le journal que nous démarrons par le Conseil des ministres de ce mercredi qui a été marqué surtout par une communication forte du chef de l'État. Le président Bassirou Diomaye Faye lançant le dialogue social, la stabilité dans les secteurs clés de l'éducation et la santé au cœur des priorités gouvernementales. Alors que le syndicat le plus représenté du moyen secondaire sont en grève, le G7, Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement du Sénégal, notamment le ministre de l'Éducation nationale, du Travail et de la fonction publique, de renforcer les concertations avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, notamment les organisations syndicales, afin de garantir la continuité des enseignements et apprentissages, assurer également le respect du calendrier scolaire, mettant justement donc en œuvre les diligences administratives prévues dans les engagements et accords signés avec les syndicats. Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui vient de finir son congé, a fait le point sur la politique mémoriale nationale. Pour lui, il s'agit d'un pilier essentiel sur la souveraineté culturelle, estimant que la valorisation de notre patrimoine mémorial est une nécessité. Le Premier ministre Ousmane Sonko a également souligné l'importance stratégique d'infrastructures mémorielles majeures. Il a réaffirmé la nécessité de construire la maison des archives et la bibliothèque nationale. Ousmane Sonko a également évoqué la sécurité routière, s'appuyant sur les conclusions des États généraux des transports publics. Il a fini sa communication, lui, Ousmane Sonko, a annoncé donc le lancement du projet structurant de la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda et écartement donc standard, écartement justement donc standard. Le point du Conseil des ministres hier mercredi, je rappelle, présidé par le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye au palais présidentiel. Plan Diomaye pour la Casamance, nous en parlons. Le comité de pilotage a dressé le bilan des 3e et 4e trimestres de l'année 2025. Le taux d'exécution est à 46%, en hausse de 13% ou de 13 points. Les résultats sont encourageants quand même, il faut le dire, malgré que les défis restent encore élevés. Par exemple, le déminage des terres, l'accès aux infrastructures de base ou encore le renforcement du dialogue social. À ce stade, le comité plaide pour la prolongation du plan jusqu'en 2027 dans le but de garantir la sécurité, la liberté et le retour durable des populations dans la zone basse de Casamance, dans le sud du pays. C'est un compte rendu ou une correspondance de Moussa Ndaw. Le comité de pilotage du plan Diomaye pour la Casamance s'est réuni pour examiner les résultats des 3e et 4e trimestres de l'année 2025. Et les chiffres sont encourageants. Le taux d'exécution atteint désormais 46%, soit une progression de 13 points par rapport à la dernière rencontre de suivi. Mortaletine, le gouverneur de région, a présidé cette rencontre. Après avoir apprécié les résultats, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que nous sommes satisfaits. Comparé aux résultats obtenus lors de la dernière rencontre de suivi du plan Diomaye pour la Casamance. Mais il reste encore beaucoup de défis. Parmi ces défis, le plus urgent est l'accélération du processus de déminage. Des terres suspectées d'être polluées doivent être sécurisées pour permettre aux populations de retour de mener des activités génératrices de revenus. Nous nous réjouissons de l'acquisition de 2 machines digueurs qui devraient aider à renforcer les performances dans le cadre du déminage, même s'il reste encore quelques difficultés liées à la collaboration entre le CNAMS et les opérateurs. L'enclavement de certaines localités comme Santhiaba Mandiack ou Madjadjam complique également le retour des déplacés. Le comité demande un renforcement des infrastructures de mobilité et des équipements sociaux de base comme les écoles, les postes de santé et les points d'eau. Le comité a plaidé pour que les investissements de l'État soient davantage renforcés dans le cadre de la réalisation d'infrastructures de mobilité. Mais si certaines populations traînent encore le pied, c'est parce qu'elles n'ont pas la certitude que leurs enfants pourront trouver sur place des établissements scolaires qui pourraient leur permettre de suivre correctement leurs enseignements apprentissages. Le dialogue communautaire et la cohésion sociale sont également au centre des préoccupations pour prévenir les litiges fonciers et renforcer le vivre ensemble. Nous avons demandé aux acteurs qui accompagnent le processus de nous aider à mettre en place dans les localités qui n'en disposent pas des cadres de concertation avec la mise en œuvre d'activités
activités qui vont contribuer à renforcer cette cohésion sociale. Malgré les progrès réalisés, le véritable retour ne se mesure pas seulement aux chiffres, mais à la liberté et à la sécurité retrouvées dans chaque village. C'est la raison pour laquelle le comité de pilotage a plaidé fortement pour que le plan Diomaye pour la Casamance soit prolongé et étendu aux années 2026 et 2027. Merci à vous, Moussa Dao, pour ces détails. Nous restons également dans cette ville verte pour cette fois-ci parler de santé. La direction générale ou la direction régionale de la santé a déclaré hier, mercredi, avoir relevé 10 cas de dengue et un décès causé par cette maladie virale. Le défunt Bernard Diatta était, selon les informations délivrées, un étudiant représentant des comorbidités, l'asthme et la drépanocytose notamment, qui ont donc aggravé la maladie chez lui. Au total, selon toujours donc les informations, 18 prélèvements ont été effectués récemment, dont 10 sont revenus positifs dans cette région du sud du Sénégal. Vous écoutez le journal d'Africa 7, il est exactement 7 heures passées de 9 minutes, bientôt 10 minutes sur l'ensemble du territoire national. Africa 7, 90.7. Bref, à l'Assemblée nationale, la Commission des finances et du contrôle budgétaire élargi et la Commission des lois à la décentralisation du travail et des droits humains ont adopté hier mercredi 19 novembre le budget 2026 du ministère de la Justice sous la houlette de Madame Yacine Fall. Une enveloppe arrêtée à 81 milliards 354 555 099 francs CFA en autorisation d'engagement. Et sachez que c'est 81 milliards 6 199 801 francs CFA en crédit de paiement contre 97 milliards 797 361 061 francs CFA dans la loi de finances initiale 2025, une diminution de 16 milliards 788 161 260 francs CFA, soit 17% en valeur relative. Elle découle principalement de l'absence, c'est-à-dire cette diminution découle principalement de l'absence dans le budget 2026 des 20 milliards de francs CFA de transfert en capital qui avaient été mobilisés en 2025 pour financer le programme de modernisation des infrastructures judiciaires. La justice, nous en parlons également. Les familles des victimes des manifestations politiques entre 2021 et 2024 réclament toujours justice. Dans 8 jours, c'est-à-dire le 28 novembre prochain, le Premier ministre Ousmane Sonko rencontrera bien entendu ces familles des victimes. Une question s'impose à cet effet. Que peut-on réellement attendre de cette journée dédiée aux martyrs? Birama Kamara tente d'apporter une ou des réponses. Nous voici. Le 28 novembre 2025, il est annoncé une rencontre avec la famille des victimes, dénommée Journée des martyrs de la démocratie, a annoncé le leader du PASTEF Ousmane Sonko lors de son Terra Meeting. Une rencontre qui va réunir les familles de victimes décédées, les blessés, les anciens détenus et les victimes de torture, devenus symboles de résistance durant la période mars 2021 à février 2024. Pourtant, ces derniers ne réclament qu'une seule chose, que justice leur soit rendue avant de parler de pardon ou d'oubli. Ni oubli, ni pardon, comme ils aiment à le rappeler à qui veut l'entendre. Ce qui semble énigmatique dans la compréhension de certains, c'est la lenteur notée dans le traitement de ces dossiers judiciaires. Une promesse de campagne phare pour celui qui est actuellement au pouvoir, tout comme les engagements pris concernant la reddition des comptes, qui semblent pour l'instant inachevés. Les Sénégalais attendent des actions pour faire la lumière sur les drames. Le sentiment d'oubli s'installe peu à peu. La frustration grandit parmi les familles. Pour réclamer justice pour les victimes des manifestations réprimées entre 2021 et 2024, des marches ont été organisées dans la capitale. Déjà le week-end dernier, une marche contre l'oubli a été organisée pour exiger la lumière sur la disparition des 2 militaires en 2022, Fulbert Sambou et Didier Badji. Le PASTEF compte ses martyrs et la liste des pupilles s'agrandit depuis le meurtre de Mariama Sagna à Keur Massar, violée puis assassinée d'une manière sauvage en 2018 après un meeting du PASTEF. Des meurtres non élucidés, on a des nombres pas moins de 80, tous membres d'un même parti politique, pratiquement le PASTEF, sans parler des dégâts collatéraux. Durant cette rencontre du 28 novembre, est attendu des autorités de réaffirmer publiquement leur engagement envers la justice
pour les victimes. Le PASTEF devrait ériger le statut du martyr inconnu sur une stèle. C'est la raison pour laquelle nous avons effectué un reportage ou réalisé un reportage à cet effet, notamment les paris sportifs qui gagnent de plus en plus de terrain, surtout chez les jeunes en Tawad. Au Sénégal, les agences de paris se vendent de monde. Beaucoup de supporters misent sur les performances des joueurs. Et le match Sénégal-Brésil en est un parfait exemple. Les Sénégalais ont perdu plus de 540 millions de francs CFA dans les paris sportifs. Parcelles Assainies, un jeune parieur du nom d'Abdallah, nous raconte sa mauvaise soirée. Pour le match Sénégal-Brésil, on avait donné au Sénégal un code de 9. C'est pour cela que j'avais joué. Si le Sénégal avait gagné, quand tu joues 100 000 francs, on multiplie par 9. J'ai perdu. Il affirme qu'il n'est pas prêt d'arrêter de parier malgré cette lourde perte. La plus grande somme que j'ai misée, c'est 50 000 francs. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Pour le moment, je n'ai pas encore pris la décision d'arrêter. Face à cette situation, Cheikh Diagne, trouvé chez lui en train de boire du thé, tire la sonnette d'alarme. Selon lui, les paris sportifs deviennent un danger pour de nombreux jeunes. Donc j'interpelle les parents, j'interpelle l'État, mais j'interpelle aussi ceux qui le font. Parce que ceux qui le font, s'ils n'ont plus l'argent ou bien s'ils ne savent plus où trouver de l'argent, ils vont aller voler, ils vont aller agresser des gens juste pour parier. On constate malheureusement des responsables même. Il y a un directeur commercial qui a détourné plus de 50 millions et qui a joué ça au pari foot jeu hasard. Et les cas sont multiples. Chaque jour on entend des gens qui ont en quelque sorte qui ont détourné de l'argent de leur société, voilà, l'argent de son parent. Il y a un garçon qui a vendu le voiture de son papa à 4 millions et il a parié sur le Sénégal alors que le Sénégal a perdu. Vous voyez tous ces demandes-là, d'autres ont... Endettement, isolement social ou encore dépression, la pratique des paris sportifs comporte pourtant des risques. Les autorités compétentes sont interpellées sur le drame que ce phénomène constitue pour les populations, notamment les jeunes et les mineurs. Merci à vous, Antawad. Attention en tout cas à ces jeux de hasard qui parfois peuvent vous conduire à des situations assez exceptionnelles. Ce matin, l'alerte est lancée et surtout, encore une fois, c'est en tout cas notre rôle, à un moment donné, d'aller dans la sensibilisation. Un réseau national de défenseurs de l'environnement a été porté sur les fonds baptismaux ce mercredi à Dakar. Une organisation militante, bien entendu, pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité grâce à l'autodétermination des peuples autochtones et des communautés locales. Ahmadou Djarouga Ba est le président du réseau national des défenseurs de l'environnement. Il s'est exprimé au micro de Khalifa Ababakar Fall. L'objectif était de réfléchir sur le processus de mise en place d'un réseau national des défenseurs de l'environnement pour au moins penser à faire protection vis-à-vis de l'environnement, parce que là on a constaté qu'il y avait des abus dans notre environnement. Sur ce, on avait décidé d'organiser une assemblée générale pour mettre sur pied ce réseau national. Les actions que nous comptons mener à travers ce réseau, d'abord dans un premier temps, il faudrait qu'il y ait l'ensemble des acteurs dans le cadre de la protection environnementale, mener également des actions de protection des lanceurs d'alerte, mais mener des campagnes de sensibilisation dans le cadre de la protection et des impacts environnementaux à l'échelle nationale, parce que le constat est réel. Là, on a constaté qu'en dehors de ces dérèglements climatiques, on constate des abus au niveau de notre environnement, surtout dans le cadre des industries extractives, dans le cadre de la construction des routes et autres, on constate des impacts environnementaux. Et là, il faudrait par exemple qu'il y ait des gens qui sont à côté des communautés pour pouvoir vraiment élever la voix et les protéger par rapport à ces impacts environnementaux. Bref, une opération de la brigade de recherche de commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies a permis hier mercredi vers les environs de 15h en début d'après-midi l'interpellation du charretier Diallo, surpris en possession de 31 cornets de chanvre indien. L'intervention fait suite également donc à une information anonyme signalant un trafic de drogue au parking du stade Léopold Sédar Senghor. Les policiers dépêchés sur place ont découvert le suspect près du mur de clôture. La drogue avait été soigneusement dissimulée dans un sac placé à l'intérieur de l'épave d'un réfrigérateur. Interrogé sur le champ, le mis en cause a nié les faits sans toutefois convaincre les enquêteurs. Il a été placé en garde à vue pour détention de trafic de chanvre indien. La drogue saisie a été signée au poste, ou c'est en tout cas consignée au poste de police des Parcelles Assainies. Le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce trafic.
La deuxième partie de ce journal est consacrée à l'actualité internationale. Actualité internationale. Actualité internationale, j'en parlais déjà à la une de ce journal. Emmanuel Macron entame une tournée de 5 jours sur le continent africain et dès ce jeudi. Si le point d'orgue de son voyage sera le sommet du G20 à Johannesburg les 22 et 23 novembre, le président français entend plus largement profiter de ce déplacement pour renouveler la relation entre la France et des pays de l'Afrique dans la logique d'un partenariat plus équilibré attendu donc dès ce jeudi 20 novembre à Maurice. Emmanuel Macron se rendra également ensuite donc en Afrique du Sud, au Gabon et en Angola, comme pour bien entendu, donc je le disais tout à l'heure, mieux renforcer et redynamiser encore une fois donc les relations France-Afrique. L'actualité hors de nos frontières, toujours cette fois-ci au-delà de cette visite du chef du gouvernement français, il s'agit donc du président Emmanuel Macron. Nous parlons présentement donc de toute autre chose, surtout cette fois-ci donc direction la Guinée, non loin du Sénégal. La semaine dernière, une embarcation de fortune a été repérée au large de la Mauritanie après être partie des eaux gambiennes et avoir été près de 2 semaines en haute mer. Des dizaines de personnes sont portées disparues. Beaucoup étaient originaires de Conakry. Eh bien, sachez que certaines familles endeuillées dans le quartier de Bonfi ont expliqué également donc leur douleur présentement d'avoir perdu leurs enfants en pleine mer, pour dire que le phénomène lié à l'immigration irrégulière ne frappe pas tout simplement que le Sénégal, mais aussi donc d'autres pays qui sont dans la sous-région, notamment la Guinée, la Gambie et justement donc parfois le Mali. La station balnéaire turque d'Antalya est en bonne voie pour être l'hôte de la 31e conférence de l'Organisation des Nations Unies pour le climat, c'est-à-dire donc la COP 31 en novembre 2026. Toutefois, ce sont des Australiens qui président les négociations. La Turquie était opposée à l'Australie qui avait pourtant conduit une intense campagne pour l'emporter. Le compromis trouvé entre les deux pays propose un schéma inhabituel de partenariat en attendant donc de voir la suite des choses. Mais sachez que pour l'instant, ça se poursuit toujours. La COP 39, c'est-à-dire donc cette réunion, cette rencontre qui se tient présentement à Belém au Brésil. La dernière ou l'avant-dernière partie de ce journal est consacrée à la page sportive, ce sera juste après ceci. Sport sur Africa 7. L'actualité sportive, nous démarrons forcément donc par la cérémonie de la CAF Award tenue hier au Maroc. Le Marocain d'ailleurs, Achraf Hakimi, a remporté le prix le Ballon d'Or, le meilleur joueur africain de l'année 2025. Sans surprise, bien entendu, après avoir vu sa saison exceptionnelle. La saison donc du Parisien, le défenseur parfois capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi a fait montre d'une régularité importantissime. Achraf Hakimi, je rappelle, avec son club, le Paris Saint-Germain, a été champion d'Europe avec surtout, après avoir remporté la Ligue des Champions, 52 matchs, toutes compétitions confondues en 2025, 11 buts marqués, 12 passes décisives. Je le disais tout à l'heure, donc champion de la Ligue des Champions, en tout cas champion d'Europe, Super Coupe d'Europe. Il a aussi remporté la Ligue 1 française avec son club, le Paris Saint-Germain, la Coupe de France tout de même, le trophée des champions, rappelez-vous donc. Et il a aussi joué la finale de la Coupe, dirait-on en tout cas, Coupe du Monde des clubs, médaille de bronze au JOJ. 6e Ballon d'Or donc 2025, je rappelle. Il le mérite, bien entendu. Il le mérite amplement, ce jeune parisien, ou en tout cas le natif du Maroc, Achraf Hakimi, qui a donc remporté ce sacre de Ballon d'Or 2025, sacre donc bien mérité. L'actualité, c'est aussi donc cette fois-ci l'équipe nationale du Sénégal, Assane Diao, le jeune Sénégalais, si loin de la CAN, comme le dit, beaucoup d'informations retournées donc dans son club. Rappelez-vous, après avoir rejoint le rassemblement des Lions du Sénégal ce mois, Assane Diao n'a plus joué avec les Lions depuis ses premiers pas en mars 2025 en raison d'une blessure. En un mois de la CAN, l'incertitude plane toujours quant aux conditions physiques de l'attaquant de Como, donc la participation est loin d'être assurée à la suite surtout de sa blessure, rappelez-vous, lors
En tout cas, dernier rassemblement des Lions du Sénégal au niveau donc de l'Angleterre avant de rallier la Turquie pour jouer face au Kenya. Le Sénégal, à la suite de cette fenêtre internationale, perd une place sur le classement FIFA. Eh bien, sachez que la FIFA a actualisé son classement des sélections nationales à l'issue de la fenêtre internationale de novembre. Le Sénégal est toujours deuxième en Afrique, certes, devant ou en tout cas derrière le Maroc qui est aujourd'hui à la 11e place du classement mondial. Le Sénégal recule d'une place de la 18e place à la 19e. C'est justement donc ce qu'on peut retenir dans cette page sportive. Nous reviendrons pour beaucoup plus d'informations sportives dans l'édition de la mi-journée à 12h. La revue de la presse ou la revue des unes, ce sera juste après ceci. Africa 7.